Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet Bienvenue à notre programme d'éducation pour développer une bonne personnalité et construire une famille harmonieuse sur les 4 domaines du cœur. Nous rappelons que nous avons déjà fait 2 chapitres. Chapitre 1, que suffit être bon. Chapitre 2, qui va nous montrer à être bon. Et nous sommes maintenant sur le dernier chapitre de l'année filiale, qui est intitulé La bonté engendre la paix. Quel est le rapport entre être bon et créer la paix? En fait, la bonté crée la paix. La bonté précède la paix. Vivre pour les autres, se sacrifier volontairement pour les autres génère la paix et l'amour entre les gens. D'un autre côté, l'égoïsme et le mal sont source de conflits et de chaos. Nous n'avons jamais connu la paix parce que nous n'avons jamais eu de définition universelle de la bonté. Alors, rappelons que le bien est de vivre pour les autres. C'est un principe que l'on trouve dans toutes les grandes religions, même en psychologie et en sociologie. Comment le bien apporte-t-il la paix en soi? Pour l'expliquer, commençons par nous raisonner. Nous avons tous un esprit et un corps. Leurs objectifs sont différents. Le corps recherche l'intérêt de l'individu et l'esprit l'intérêt de l'ensemble. Le principe derrière cela est appelé le principe du double but. Nous différons de l'animal chez qui la relation esprit-corps est en fait une relation instinct-corps, générant des réactions automatiques et programmées. À la différence de l'animal, notre esprit a la liberté de décider. On doit se décider de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Est-ce que j'écoute mes parents ou non? Est-ce que je nettoie quand je salue ou je laisse ma mère le faire? Et nous avons une conscience qui nous dit ce qui est bien et juste. Mais la décision nous revient. Nous décidons d'écouter ou non notre conscience. Vivre pour les autres ou pour nous-mêmes est la décision la plus importante que nous devons prendre. Cette décision aura un impact sur la qualité de la relation entre notre esprit et notre corps. La relation esprit-corps. La relation entre l'esprit et le corps est un partenariat et chacun a une fonction unique. En ce sens, en chacun de nous, l'esprit joue un rôle plus public, tandis que le corps est plus orienté vers la satisfaction de ses propres besoins et mobilité. Quand nos 5 sens sont liés aux activités de l'esprit, nous voyons, yeux, nous écoutons, langue, nous sentons, le nez et nous entendons les autres. Avec des organes situés au niveau de notre tête, nous parlons aussi en utilisant notre bouche, ce qui permet l'interaction sociale. Le 5e cercle, le toucher, se situe sur tout le corps. Il n'est pas attribué à un organe à part. Le corps est comme une usine. Nous introduisons des matières premières, c'est-à-dire la nourriture, l'eau et l'oxygène, et de l'énergie pour notre substance est produite. Le cœur fait circuler le sang dans les veines, et les artères, les poumons échangent de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Le système digestif transforme la nourriture et élimine les résidus. Notre mode de vie, notre mode de transport principal, c'est nos bras et nos mains, sont destinés à nous alimenter et à prendre soin de notre corps, ainsi qu'à exercer notre créativité.
Le corps a donc un caractère plus privé qui doit assurer son fonctionnement propre. Chez l'animal, par contre, nous parlons d'instinct et non d'esprit. C'est pas la différence. Chez l'animal, c'est l'instinct et c'est pas l'esprit. Il n'y a pas de prise de décision ni de responsabilité morale. Par ailleurs, l'alignement de l'esprit et du corps des animaux est horizontal alors qu'il est vertical chez les êtres. L'esprit humain nous rappelle notre responsabilité publique. Il est sensible à ce dont les autres ont besoin, au but de l'ensemble. Il nous donne un pouvoir de décision et une responsabilité morale. L'esprit et le corps nous sont tous deux nécessaires pour survivre. L'essentiel toutefois est la relation entre les deux. L'esprit doit avoir la priorité, nous l'appelons partenaire sujet. Alors que le corps doit avoir, alors que le corps vient en second lieu, nous l'appelons partenaire objet. Voilà. Il faut qu'on comprenne clairement la relation entre le corps et l'esprit. Alors, le critère ultime pour développer un bon caractère est de mettre l'esprit avant le corps. L'esprit doit être en haut et le corps doit être en bas. C'est notre responsabilité. L'essence, d'une pratique spirituelle est de donner à la dimension spirituelle représentée par l'esprit la priorité sur le corps. Ce n'est pas tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est une question de priorité. Chaque religion nous enseigne à contrôler le corps par des pratiques telles que le jeûne, contrôler le désir de la nourriture, tels que des veillées nocturnes, pour contrôler le désir de sommeil et d'autres actes d'autodiscipline, méditation, yoga, abstinence sexuelle et activités de service par exemple. Parmi ces pratiques, la maîtrise de nos désirs sexuels est la plus importante. Le corps médical recommande une alimentation saine, modérée et d'éviter la malbouffe. Il admet aussi les bienfaits de la méditation et de la prière pour la santé mentale. Pour les jeunes, l'abstinence sexuelle apporte aussi de remarquables bienfaits. En plus d'assurer la protection contre certaines maladies et certains traumatismes émotionnels, c'est le meilleur moyen d'apprendre à se maîtriser et de se préparer au mariage. Nous développons une bonne personnalité quand nous nourrissons correctement notre esprit. Nous nourrissons notre esprit avec le contenu que nous lui fournissons. Les religions prônent la maîtrise des désirs du corps. Elles préconisent aussi de saines nourritures spirituelles pour élever et fortifier l'esprit. Par exemple, lire, relire, voire mémoriser les textes sacrés. Il faut être vigilant sur les films que nous regardons, la musique que nous écoutons, les livres que nous étudions ou lisons, la navigation sur Internet, etc. La nourriture de l'esprit exige encore plus de vigilance que celle du corps. Des pensées et des images ordurières sont bien plus dommageables pour l'esprit que la malbouffe pour le corps. Nous allons progresser. On doit contrôler le corps et élever l'esprit. Alors, apprenons davantage sur les différentes fonctions du corps et de l'esprit. Commençons par nous regarder dans un miroir. Les êtres humains sont conçus avec un esprit et un corps. Les animaux aussi. Cependant, l'alignement de l'esprit et du corps chez les êtres humains est vertical. C'est-à-dire la tête siège de l'esprit est au-dessus, le reste du corps. Chez les animaux, c'est à manière plutôt horizontale. La priorité de l'esprit sur le corps, telle que perçue dans le miroir, devrait être la fonction
buts publics, devrait être la même que celle des buts Dieu dans notre personnalité. De même que la fonction la plus publique de l'esprit domine le corps. De même, dans le développement de notre personnalité, une priorité plus élevée devrait être accordée à l'intérêt supérieur. Allier ces deux aspects, public et privé, dans le bon ordre, est notre responsabilité et nous différencie des animaux. Examinons cela de près. Examinons cela de près même. Le but des quatre sens. Le but des quatre sens, voir, entendre, sentir et goûter, associé essentiellement à notre tête, est d'interagir avec les autres, qui sont avant tout de nature publique et ont donc une priorité plus élevée. D'autre part, notre corps a pour but essentiel notre subsistance. Pour vivre sur la terre, nous avons besoin d'oxygène, donc nous avons des poumons. Notre sang doit circuler, nous avons un cœur. Nous devons bouger et manipuler les choses, donc nous avons les jambes, les bras et les mains. Personne ne se plaint quand nous découvrons notre corps. C'est parce qu'elle est conçue pour l'interaction avec les autres. En même temps, on s'attend à ce que nous couvrions notre corps de vêtements, car il est de nature plus privée. Cette relation, la priorité du public par rapport au privé, est absolument cruciale. C'est l'essence de la bonne personnalité. C'est pourquoi vivre pour les autres crée une bonne personnalité. Par contre, ça c'est le mauvais quand on inverse. Le corps et l'esprit, ça c'est la mauvaise théorie. Nous harmonisons notre esprit et notre corps en alliant les priorités publiques privées, comme on l'a vu dans le corps humain. L'esprit est placé en position dominante par rapport au corps de la sphère publique et au-dessus de la sphère privée. La conscience est la voie intérieure en chacun de nous. Elle nous guide à être bon, à vivre davantage pour le public. Quiconque suit la conscience et donne plus d'importance à ses responsabilités publiques ressent une joie intérieure et un bien-être. Vous entendez, non? La relation correcte de l'esprit et du corps est essentielle pour être bon. Être bon nous rend heureux et rend les autres également heureux. En revanche, quand le corps domine l'esprit, on a mauvaise conscience. Notre esprit, qui veut vivre pour les autres, se sent mal à l'aise. Quand nous laissons les désirs de notre corps dominer nos décisions et notre façon de vivre, c'est ce qui arrive quand on vit d'abord pour soi-même. Notre responsabilité est de fixer les bonnes priorités, esprit et corps, public, privé. Cependant, nous disons que pour créer une culture de paix, il faut commencer par créer la paix en soi-même, unité esprit et corps. La question suivante est quel est le rapport entre ce que nous venons de voir, unité esprit, corps, paix en soi et la famille. La dynamique publique privée de l'esprit et du corps se retrouve dans la relation entre la famille, partenaire sujet et l'individu, partenaire. La famille est de nature plus publique et doit recevoir une priorité plus élevée. Placer les intérêts et les désirs de l'individu au-dessus de la famille donne la mauvaise priorité. C'est comme placer le corps au-dessus de l'esprit. C'est ce que nous avons dit. La dynamique publique-privée de l'esprit et du corps se retrouve dans la relation entre la famille, partenaire sujet et l'individu, partenaire objet. Nous l'avons dit, hélas, la société nous dit souvent que l'individu, le moi, passe en premier. En prenant cette mauvaise priorité, presque n'importe quel comportement peut être justifié. La liberté sert d'excuse à l'égoïsme. Cela crée de la désharmonie, de la confusion sociale et des conflits. Alors,
nous allons faire ici, tout comme l'esprit et le corps sont nécessaires l'un à l'autre, l'individu et la famille sont également nécessaires l'un à l'autre. Mais il faut comprendre le bon ordre de priorité. Le bien-être de la famille doit passer au-dessus de celui de l'individu. Pour créer l'harmonie et le bonheur à la maison, chaque individu doit faire passer les intérêts de la famille avant les siens. Et qui représente le bien dans la famille? Qui se sacrifie le plus? Selon vous, qui se sacrifie le plus? Les enfants ou les parents? Tout comme l'esprit et le corps sont nécessaires l'un à l'autre, l'individu et la famille également sont nécessaires. Quand nous valorisons nos parents et notre famille plus que nous-mêmes, nos priorités sont justes. Certes, c'est un sacrifice, mais se sacrifier pour les autres est bon. Naturellement, nous sommes plus heureux, plus libres et plus valorisés. C'est la liberté dans le cadre du principe de vivre pour les autres. L'individualisme égoïste glorifié dans la société nous rend finalement tristes, social et isolés. Alors, nous revenons sur ma vie au service de la paix du révérend Samuel. Il a expliqué, quand on se rend compte que la vie ne se limite pas à sa propre personne, mais doit être consacrée aux autres, on se met à suivre un chemin différent de celui emprunté jusque-là. Ça, c'est à la page 379. Nous continuons. Changement de priorité. C'est dans la famille que l'enfant apprend l'une des leçons les plus importantes de la vie, vivre pour les autres. Y mettre sa famille au-dessus de soi apporte en fait du bonheur. Quelle raison? C'est à cause de la nature de l'amour vrai. Vivre pour les autres est le fondement de l'amour vrai. Quand tous vivent pour les autres, tous peuvent à la fois aimer et être aimés. C'est simple que ça. Quand les parents vivent pour leurs enfants, chaque enfant est heureux. Il en va de même pour les parents. Quand les enfants vivent pour leurs parents, les parents sont aussi heureux. Il en va de même pour les enfants. Le bien-être de la famille implique le bien-être de chacun de ses membres. Vivre pour les intérêts des autres sert l'intérêt public. Cette même logique qu'on vient de voir là nous enseigne pourquoi être bon apporte la paix à la société. On retrouve la dynamique publique-privée de l'esprit et du corps dans la relation entre la société, partenaire figé et la famille partenaire exigé. Mettre l'intérêt et les désirs de la famille au-dessus de ceux de la société, c'est choisir la mauvaise priorité. C'est comme mettre le corps au-dessus de l'esprit. La société ou la nation est un niveau plus élevé, plus public que la famille. Ce sont des vérités chocs, mais il est très important de le comprendre. La société doit être suivie au-dessus de la famille. Ensuite, l'idée de durable n'a de sens qu'en connaissant et en appliquant le principe de vivre pour les autres. Comme d'autres institutions, les Nations Unies font appel à la notion de durable et ont mis en place 17 objectifs de développement durable. Malheureusement, cela ne nous éclaire pas sur les lois essentielles qui rendent le développement durable. Sans mettre en pratique les principes évoqués précédemment, le monde n'atteindra jamais ses objectifs. J'espère que nous sommes clairs à ce point. Nous sommes clairs sur ce point. Nous allons voir maintenant les clés de la durabilité. Quand on dit que ce qu'on est en train de faire est durable, le mot durable, ça signifie quoi? Donc, vous avez vu dans la description de notre chaîne, nous avons parlé de la paix durable. Nous disons que c'est dans la famille,
que ce principe s'acquiert de façon la plus naturelle et la plus approfondie. C'est une culture de l'amour vrai au sein de la famille. C'est donner une assise durable à la paix. Ceux qui ont acquis le sens de l'altruisme dans la famille sont à même d'exercer avec un cœur parental les responsabilités dans les entreprises, les arts et les médias, l'éducation, la santé et tous les domaines de la vie. Nous allons voir maintenant, seul l'amour vrai est durable. Les autres amours sont éphémères. On peut toutefois se demander, l'amour n'est-il pas toujours bon? Non, l'amour peut être vrai, mais hélas, c'est déguisé aussi en amour factice. Pour être réel ou être une imitation de véritable amour authentique, foncièrement artiste, voici la différence. Quelle est la différence entre les deux? Le principe de l'amour vrai, c'est de donner et recevoir plus tard ou même oublier ce qui a été donné. Il s'étend et grandit parce que l'amour veut donner plus en plus. Ensuite, l'amour sans principe. Prendre d'abord, puis redonner à contre-cœur, voire oublier tout simplement de rendre. C'est la précarité assurée. Car prendre de plus en plus ne pas être durable. On connaît maintenant ce qu'on appelle la durabilité. Nous allons voir maintenant la nature de l'amour vrai. Alors, le propre de l'amour vrai est de vouloir redonner encore plus que ce qu'on reçoit. Pardon, vouloir donner et donner encore, c'est cela qui crée des liens d'amour vrai qui sont durables. L'expérience vécue de l'amour vrai éloignera les dirigeants et les cadres de la tentation d'être corrompus et de voler les biens publics. L'amour vrai génère des vrais dirigeants qui sont incorruptibles. En résumé, un développement durable. Un développement durable est comment? Un développement durable propose deux choses. Des décideurs et des cadres animés par un cœur parental. Ça, c'est très simple. Ensuite, une culture qui renforce l'amour vrai, c'est-à-dire vie altruiste, en commençant par le niveau le plus bas, c'est-à-dire la famille. Alors, nous allons continuer. Quand tous les individus et toutes les institutions donnent sans condition, tout le monde reçoit automatiquement. C'est le principe même de la durabilité. Le don désintéressé engendre la décidabilité, la durabilité, pardon. Mais si on veut recevoir en premier, le don devient conditionnel. Si ce principe est appliqué au niveau de la société, tout le monde s'attendra à recevoir en premier et personne ne donnera. Dans ce cas, puisque personne ne donne, personne ne reçoit non plus. Il faut donc cultiver l'altruisme, très important par rapport à l'égoïsme. Cultiver l'égoïsme, de vouloir tout prendre, toujours plus être intenable. Alors, les compétences relationnelles de base s'acquièrent également dans la famille, d'où l'importance de la famille. Il y a quelques années, un magazine économique a publié un article intitulé Parenting Your Company to Profit, c'est-à-dire gérer son entreprise avec un cœur parental pour obtenir des bénéfices, qui montrait que les compétences pour être un bon patron sont les mêmes que celles qu'il faut pour être un bon parent. Donc, un parent, c'est un patron. Il ne faut pas qu'il se néglige.
Alors, comment le fait d'être bon apporte-t-il la paix dans le monde? En respectant la pauvreté de l'esprit et du corps, le futur sur le privé et en agissant en conséquence, on peut traiter efficacement les problèmes sociaux. Je dis bien efficacement. Dans toutes les institutions sociales, y compris l'État, nous devons appliquer le principe de vie et de bien de tous. Dans la gouvernance, l'éducation, la finance, l'économie, les sciences et les médias, les nations doivent servir du but de l'ensemble, c'est-à-dire le but du monde avant leur propre but. Par exemple, les problèmes environnementaux mondiaux ne peuvent être résolus que si les nations sont prêtes à faire des sacrifices. C'est ainsi que subit la loi mondiale, la paix mondiale, pardon. C'est ainsi que se bâtit la paix mondiale. On ne peut forcer les gens à être bons, ça c'est clair, c'est pas dans la dictature. Mais on ne peut pas non plus les laisser faire ce qu'ils veulent, laisser faire. L'alternative est d'enseigner aux gens à être bons. L'éducation de base est dans la famille, mais elle doit se protéger dans les écoles, prolonger dans les écoles, dans les secteurs de société, tout comme il faut une éducation scolaire pour s'inscrire, il faut aussi une éducation à l'école pour apprendre à être bon. C'est essentiel. Une bonne priorité entre la société et le monde. Le monde est en haut, la société est en haut. Vous pouvez voir un peu question. Le problème de l'égoïsme, c'est un problème qui gangrène notre société. Une inversion de relation esprit-corps génère des conflits. C'est parce que le bonheur personnel centré sur le désir de l'ego domine cette relation. Lorsque cela se produit au niveau social, chacun fait passer sa race, sa religion, son profit et son pouvoir avant ceux des autres. Le résultat est la guerre entre les groupes ethniques et les nations. Cela engendrera également le racisme, le sexisme et le terrorisme. Vous voyez, non? Les relations humaines, si on inverse chacun, ça va créer des conflits, ça peut même créer du terrorisme. Maintenant, inverser la relation esprit-corps, c'est donner le droit de citer à l'obéissance et à la pornographie, à l'obscénité, pardon, et à la pornographie. En effet, le bien-être des autres, des familles, de la société ou de la nation est alors ignoré. Assouvir les désirs égoïstes, asservir les autres, amasser de l'argent, il n'y a plus cela qui compte. Que ceux qui n'ont pas de oreilles pour entendre, entendent. La pollution est aussi pour l'essentiel une inversion du bon ordre de l'esprit et du corps. Toute production industrielle génère forcément des déchets. Il existe des technologies pour traiter efficacement, mais les industriels et les produits ne l'utilisent pas en général. Les entrepreneurs qui ne prennent pas, qui ne pensent pas, pardon, qui ne pensent qu'à elles rechignent à payer pour le traitement de leurs déchets. Elles les déversent alors dans l'atmosphère, dans les rivières, les océans ou dans la terre. À court terme, c'est plus facile et moins cher, mais les conséquences à long terme sont un peu désastreuses. Les conséquences sont désastreuses, sont dévastatrices. L'enfant ne pense généralement pas à l'avenir, mais les parents si. Ne pas traiter les déchets comme il faut démontre un comportement égoïste, immature et puéril. Il faut des décideurs qui ont l'esprit et le cœur des parents et des institutions qui manifestent un cœur filial envers eux. Très important. Nous poursuivons, nous sommes presque vers la fin. Alors, on va parler de la plus grande faillite de l'histoire de l'humanité. On parle de corruption quand ceux à qui a été confié
la charge des biens publics, les volent ou les détournent en abusant de leur pouvoir. On retrouve ici le même problème esprit corps public. On parle de mauvaise priorité quand on donne plus d'importance aux besoins et désirs privés que responsabilités qui sont publiques. Dans la famille, les parents savent que leurs possessions sont au service de leurs enfants. L'enfant à bas âge ne pense pas comme cela, mais en partageant ses jeux, il va apprendre à vivre pour les autres. Deux leçons peuvent être tirées de la banqueroute d'Enron, la plus grande faillite économique dans l'histoire qui a impliqué une dette de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas la pauvreté qui a causé la corruption. Les dirigeants n'étaient pas des pauvres ou des corrupts. L'intelligence n'a pas empêché la faillite. Ce n'est pas des gens ignares, mais des institutions. L'égoïsme et non la pauvreté ou le manque d'institutions est la cause de la corruption. Plusieurs hauts dirigeants d'Enron ont été condamnés à prison pour fraude, pour crimes et autres faits. Deux conséquences de la corruption. Mener une vie altruiste est le facteur le plus important de la paix et la stabilité et l'harmonie sociale. L'abus des biens publics, c'est la corruption. Et bien sûr, c'est un mal, mais le pire est que le spectacle de la corruption fait perdre aux gens l'envie de donner. La corruption détruit l'esprit du don et des désirs. Alors, tout le monde arrête de donner et tout le monde souffre. Prenons l'exemple d'une terrible stratégie pour montrer l'importance d'avoir le bon ordre de sécurité dans la relation hospitalière. En 2014, le naufrage du bateau BM Seoul en Corée a causé la mort de 304 personnes, surtout des jeunes. L'une des principales causes était la surcharge et une mauvaise situation de la cargaison. Le navire transportait 3600 tonnes de marchandises, c'est-à-dire plus de 3 fois la taille légale de 978 tonnes. Quand le bateau a fait un virage serré, sa cargaison s'est déplacée et le bateau a chaviré. Vous avez entendu, non? C'est une histoire très incidente. Cela nous aurait peut-être aidé. La direction de l'entreprise, y compris le capitaine, n'ayant pas la bonne priorité, ni un cœur parental. La part du gain leur importait plus que la sécurité des passagers. C'est en fin de compte un problème toujours de priorité publique-privée. Et pour finir, nous disons ici, est-il normal, est-il pour autant de penser à soi? Le docteur Moon a enseigné qu'il est dans la nature même de l'être humain d'être soucieux de soi et de travail. En soi, c'est juste un désir. Il est neutre. Puis il a ajouté ceci. Cela ne peut être changé, mais il faut le réorienter. L'être humain doit apprendre que, dans son propre intérêt, il doit se donner totalement aux autres. Le docteur Moon conclut que lorsque nous recherchons un bénéfice personnel en donnant sans condition, avec ce désir de recherche, ce qui nous est bénéfique est bon. Cette attitude changera l'ordre du monde. Le désir en soi n'est ni bon ni mauvais. Même le désir de se faire du mal, du bien est neutre. C'est la direction donnée à l'action pour satisfaire le désir qui rend celui-ci bon ou mauvais. Le désir devient bon quand il nous motive à donner. Ce désir devient mauvais quand il fait le chemin inverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu longue. Nous sommes quand même arrivés à la fin. Et nous avons une petite activité à vous montrer.
Tout comme chaque jour, nous avons les activités, puis on va voir une activité. Alors, question à débattre. On nous pose une question simple. On dit à l'aide du principe de la priorité expliquée. 1. Qu'y a-t-il de mal à tricher dans un examen? Ça, c'est intéressant pour nos étudiants. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un examen que vous trichez, qu'est-ce que cela doit être? Est-ce que c'est le mal ou c'est le bien? Ensuite, pourquoi est-ce mal de prendre de la drogue, de fumer, de s'enivrer? Écrivez ça. Qu'y a-t-il de commun entre la triche et la prise de drogue? Est-ce que le fait de prendre de drogue et le fait de tricher à l'école, les deux sont liés? Alors, nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Merci et à la prochaine.